Monsieur le Président de l'Ukraine, vous avez la parole. Début mars 2022, le président Zelensky s'adresse à l'Assemblée nationale. Il dénonce l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'attaque également aux entreprises françaises comme Danone qui ont des activités en Russie. En effet, Zelensky présente les entreprises comme une arme pour faire plier la Russie dans son invasion de l'Ukraine. On comprend que pour Zelensky, la présence de Danone en Russie est une trahison aux idéaux démocratiques. Jusqu'à maintenant, on demandait à Danone de se positionner sur des sujets qui la concernaient directement, comme sa politique sociale et environnementale. Mais avec la Russie, on voit qu'on demande à Danone de se positionner sur des sujets politiques. Le fait d'être en Russie ou non, qui est à la base un simple choix business pour Danone, devient un choix éthique. Rester ou partir devient un choix politique. Le choix de rester, ça veut dire que Danone soutient un régime autoritaire et soutient aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon Zelensky et beaucoup de Français, Danone a une arme contre la Russie, qui est se retirer du pays. Et le fait de ne pas utiliser cette arme serait pour eux une faute morale pour l'entreprise. Zelensky dénonce durant son allocution à l'Assemblée les entreprises qui restent en Russie et qui financent pour lui le meurtre d'enfants et le viol. Il dit une phrase forte pour porter cette conviction. Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices. Avec cette crise, on voit que l'enjeu pour l'entreprise n'est donc pas seulement d'apparaître comme une entreprise ayant un programme de responsabilité sociale et environnementale exemplaire, mais de savoir aussi prendre position sur des sujets de société qui peuvent parfois être clivants. L'exigence de prendre position sur des sujets politiques est compliquée pour Danone, alors que l'opinion se fragmente en communautés avec des valeurs de plus en plus différentes et de plus en plus revendicatrices. Comme par exemple le wokisme, cette tendance qui est à la recherche de plus d'égalité sociale et environnementale. Donc pour résumer, comment est-ce qu'un capitalisme woke a émergé? Et quelles opportunités et quels risques est-ce que ça représente pour Danone? N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, merci. Danone a été créé en 1919. Danone a beaucoup évolué au cours de son histoire. Ils ont eu des bières, des biscuits salés, des biscuits sucrés, mais à partir de la deuxième moitié des années 2000, l'entreprise décide de se concentrer sur 4 pôles d'activité principaux. La branche majoritaire et qu'on connaît tous, qui sont les produits laitiers et d'origine végétale, les œufs en bouteille aussi, la nutrition médicale en 3e, et enfin la nutrition infantile. Danone est aujourd'hui la 10e entreprise agroalimentaire au monde, derrière des géants comme Nestlé qui est suisse, Unilever ou alors Lactalis. 2 éléments sont importants pour comprendre la stratégie business de Danone et ce qui se passe aujourd'hui en Russie. La première, c'est son engagement social et environnemental historique. L'entreprise est en effet pionnière sur les sujets sociaux et environnementaux. Cet engagement en faveur d'une activité responsable a commencé dès 1972, donc c'était bien avant beaucoup d'entreprises et que toutes les entreprises s'y mettent. Et donc en 1972, le patron de Danone, qui est Antoine Riboud, a fait un discours qui est assez connu, en tout cas qui est vraiment une référence chez Danone, un discours à Marseille où il promeuvait le projet économique et social de Danone. Cet après-midi, monsieur Antoine Riboud traitera du thème croissance et qualité de la vie. En disant qu'il ne peut y avoir de croissance durable sans un progrès social qui l'accompagne et qui soit dans le processus de production de l'entreprise. 1960, c'est une génération extraordinaire. C'est une génération qui a su amener et nous a conduit, nous les patrons, à considérer qu'il y avait 2 choses, l'économie et le social, et dans le social, l'être et l'avoir. Donc ça a été un moment fondateur pour le groupe qui a mis à partir de ce moment-là en place une politique environnementale et sociale qui est forte. Et cet engagement a perduré à travers les années. Donc en 2006, Danone a adopté par exemple sa raison d'être, qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et ensuite, ça a été mis dans les statuts de l'entreprise en 2020, où Danone a été la première entreprise cotée à devenir une entreprise à mission qui a adopté la loi Pacte. L'engagement de Danone avait aussi été fortement mis en avant par son ancien PDG Emmanuel Faber, qui est connu justement pour ses engagements en faveur de progrès sociaux et environnementaux. Enfin, il restera finalement comme celui qui a engagé la première grande entreprise française sur cette idée de société à mission. Mais son éviction en 2021 a montré quand même les limites de ce modèle. Il y avait 2 choses en cause, le fait qu'il avait un management solitaire et aussi la faiblesse du cours de bourse. Entre 2014 et 2020, le cours de bourse de Danone n'a augmenté que de 2,7%, pour 45% pour Nestlé et 75% pour Unilever. Cette éviction qui a été très médiatisée a montré la difficulté de faire le grand écart entre raison d'être d'un côté et performance économique de l'autre. Mais malgré tout, l'engagement de Danone en vertu de l'environnement porte ses fruits, puisque depuis plusieurs années, Danone est classée comme l'une des entreprises les plus vertueuses au monde sur le plan environnemental. Le CDP, qui est un groupe de conseil qui est une véritable référence en termes de transparence environnementale,
a placé encore une fois Danone en 2021 dans le top 14 des entreprises les plus vertueuses au monde parmi les 13 000 entreprises qui ont été analysées. Et Danone a reçu un AAA sur les 3 sujets qui sont la lutte contre le changement climatique, la gestion des forêts et la sécurisation des ressources en eau. Comme on peut le voir, Danone est donc une entreprise qui s'est toujours définie par sa mission sociale. Pourquoi alors son refus de quitter la Russie alors que c'est quelque chose qui semble être aligné avec ses valeurs ? Est-ce que c'est justement à cause de ce grand écart qui semble difficile à tenir et à cause duquel Emmanuel Faber avait déjà perdu son poste en 2021 ? Danone est aujourd'hui présent dans plus de 120 marchés, il emploie plus de 100 000 personnes à travers le monde et a plus de 180 sites de production. Donc c'est un beau mastodonte qui s'est bien orienté au cours des dernières années vers les pays en développement, puisque les marchés traditionnels dans lesquels Danone est implanté, qui sont les États-Unis et l'Europe, est un peu en cours d'essoufflement. Et donc Danone est allé chercher un relais de croissance dans les pays en développement. La part des ventes dans les pays émergents n'a donc cessé d'augmenter au cours des années. Les ventes semestrielles réalisées dans les marchés émergents ont bondi de 16%, ce qui a compensé la baisse de 4% subie en Europe. La Russie n'est pas en reste dans ce développement. L'histoire de Danone en Russie commence avec la chute du mur de Berlin. Puisqu'avec cette chute du mur, l'ex-empire soviétique commençait à s'ouvrir au monde. Donc ça a été le début d'une consommation de masse, et pour plein de marques, ça a été l'occasion d'entrer sur ce marché qui s'ouvrait, et cette opportunité a été saisie par de nombreuses entreprises françaises, dont des groupes agroalimentaires, et parmi eux Danone. L'une des étapes les plus importantes de cette conquête a été l'alliance en 2010 entre Danone et Unimilk. Unimilk, c'est l'un des principaux producteurs de lait en Russie, et ils sont devenus grâce à cette alliance le numéro 1 de la région sur les produits laitiers. Et la Russie devient à ce moment-là le 5e marché pour l'entreprise française. Donc ça devient un marché qui est assez stratégique. Ça se voit aussi avec l'importance des investissements que Danone réalise en Russie, puisque Danone détient 13 usines en Russie et y emploie 8000 personnes. Donc dans ce contexte, on comprend que pour Danone, c'est particulièrement compliqué de quitter la Russie. Pour eux, sur un plan business, quitter la Russie, ça veut dire abandonner l'un de ses marchés les plus importants, et donc ça représente des pertes financières qui sont assez importantes, forcément. C'est aussi abandonner sa position dominante sur le marché russe avec le risque que la place soit prise par un concurrent. Et c'est enfin rendre inutiles tous les investissements que Danone a fait au cours des dernières années en Russie. Donc face à tous ces risques, quelle a été la politique de Danone jusqu'à présent sur le sujet russe ? Dès l'invasion de l'Ukraine en février 2022 par la Russie, de nombreuses sanctions ont été adoptées par de nombreux gouvernements contre la Russie. Plusieurs entreprises se sont retirées immédiatement de Russie. Les entreprises qui ne sont pas retirées, comme Danone, ont été appelées par les citoyens à partir de Russie à coups de boycott et de pétitions. Face à cette demande, Danone a déclaré fin février qu'ils allaient continuer leur production en Russie, mais qu'ils s'opposaient fermement à la guerre, et ils ont pris plusieurs décisions. Ils ont notamment arrêté tous les investissements et la publicité. Ils ont déclaré qu'ils verseraient tous les bénéfices de l'entreprise à des ONG, qu'ils ne paieraient plus leurs impôts. Finalement, la position que Danone veut afficher est la suivante: être au service de la population russe, mais pas de ses intérêts financiers, ni de Poutine. Mais cette position semble particulièrement difficile à tenir. Et les conséquences n'ont pas tardé à jaillir, puisque Danone a été épinglé sur la liste noire par le collectif Boycott Russia. Mitonné par Geoffrey Sonnenfeld, qui est un professeur de la prestigieuse université de Yale, cette entreprise, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a séparé les good guys des bad guys, les good guys étant les entreprises qui se sont retirées de Russie et les bad guys étant évidemment celles qui sont restées en Russie. Mais même si le fait d'être épinglé sur cette liste a poussé Danone à étayer ses positions et à expliquer pourquoi elle décide de ne pas se retirer de Russie, ça n'a absolument pas changé sa position de fond. Et donc Danone a continué à être épinglé comme étant une des mauvaises entreprises qui restait en Russie. En tout cas, cette opposition à Danone en raison de son refus de partir de Russie montre bien la politisation croissante à laquelle sont amenées les entreprises. Avec la crise ukrainienne, on voit le passage d'un capitalisme auquel on demande d'être vertueux à un capitalisme woke. Le wokisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement culturel qui est né aux États-Unis, qui développe une conscience aux injustices qui sont subies par les minorités, que ce soit des minorités ethniques, sociales ou sexuelles, et contre toute forme de discrimination. Il fustige le racisme systémique, le patriarcat, ou alors l'aveuglement sur la cause environnementale. Les prémices du marketing woke se sont senties en 2020 aux États-Unis avec Black Lives Matter. C'est à ce moment-là que les entreprises commencent à se positionner de manière massive sur des enjeux de société. Avec Black Lives Matter, ça prend surtout forme sous la forme de déclarations sur les réseaux sociaux, et beaucoup d'entreprises affichent un carré noir sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien au mouvement Black Lives Matter.
Ok, on voit d'où vient le wokisme, mais d'où vient le mot capitalisme woke? Et le capitalisme woke a vraiment été reconnu comme quelque chose d'important avec la lettre annuelle du patron de BlackRock. Donc en fait, BlackRock, pour vous rappeler, c'est une société d'investissement qui investit plus de 10 000 milliards de dollars, donc pour vous représenter un peu la somme, enfin c'est monstrueux. Et donc ce patron écrit une lettre qui, de par le poids de l'entreprise, a un retentissement qui est important, donc une lettre dans laquelle il décrit un peu les mouvements business et les tendances auxquelles les entreprises doivent faire attention pour se positionner et pour continuer sur un axe de croissance. Et donc dans cette lettre d'information annuelle, en février 2022, il parlait de capitalisme woke, en disant que, pour lui, le capitalisme n'a pas vocation à être woke. Une manière de dire qu'il ne faut pas attendre les entreprises sur des sujets sociétaux. Ce n'est pas le rôle des entreprises et elles devraient se garder de tout engagement sur le sujet. Pour Larry Fink, donc le fondateur de BlackRock, la valeur du capitalisme se tient dans les liens qu'il forme entre ses parties prenantes. Donc une entreprise est là pour apporter de la valeur à long terme à toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire ses salariés, ses fournisseurs, ses consommateurs, ses actionnaires. Et pour réussir à créer cette valeur, il y a sa raison d'être qui est un peu l'étoile polaire que l'entreprise doit suivre pour réussir à discerner vers où elle veut aller et comment réussir à créer cette valeur pour tout le monde. En aucun cas, une entreprise ne devrait prendre position sur des considérations politiques qui touchent des sujets qui ne la concernent pas. Et bien que Larry Fink soit quand même un peu le représentant du capitalisme sans morale, on peut se demander si l'argument n'a pas une certaine valeur. Quel intérêt a une entreprise à prendre position sur des sujets politiques ? Pourquoi est-ce que Danone devrait condamner Poutine ? En quoi est-ce que c'est son rôle en tant qu'entreprise ? Est-ce que c'est pas plutôt le rôle des gouvernements ou alors la société civile ? Enfin, pourquoi est-ce que ça touche une entreprise finalement ? La première raison pour laquelle ça pourrait être intéressant pour une entreprise de se positionner sur des sujets woke et de manière plus générale sur des sujets politiques, et que ça permet de soigner son image publique. On parle même de wokewashing quand l'entreprise met en avant des engagements de façade qui sont un peu comme le greenwashing, sauf sur des sujets qui touchent plutôt à l'égalité des sexes, aux droits de l'homme. Mais en même temps, l'intérêt économique pour une marque reste limité, puisque prendre position sur un sujet, c'est forcément décevoir un certain nombre de personnes. Tout positionnement politique fait à la fois des heureux et des mécontents. Par exemple, pour Danone, si jamais il commençait à condamner Poutine, ce serait risqué de se mettre la Chine à dos, puisque la Chine soutient Poutine et cherche à montrer son engagement avec la Russie. C'est peut-être aussi très dangereux pour Danone, alors que la Chine est son deuxième marché le plus important et qui est en croissance importante. Alors pourquoi pour une entreprise prendre à cœur des enjeux politiques ? Finalement, la vraie raison qui pousse les entreprises à prendre des engagements woke tient plutôt en leur cœur, auprès de leurs salariés. Le marché du travail connaît une évolution structurelle et les salariés sont aujourd'hui en force sur le marché du travail. Surtout depuis le Covid, on a assisté à une vague de grandes démissions qui a touché d'abord les États-Unis puis la France. La grande démission, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est cette difficulté des patrons d'entreprise aujourd'hui à trouver des collaborateurs, c'est-à-dire que les offres d'embauche, elles ne trouvent pas de preneurs. Par exemple, en France, en juillet 2021, on a observé un nombre de démissions qui était de 20% supérieur à celui de 2020 à la même époque. Et donc la pénurie de main-d'œuvre sur certaines ressources qui sont plus tendues rend les entreprises plus à l'écoute de leurs salariés. Et aujourd'hui, pour attirer les salariés et pour endiguer le turnover, c'est bien de mettre en avant ces engagements, puisque les salariés sont de plus en plus à la recherche d'une entreprise conforme à leurs valeurs. Il y a aussi la question du sens que chacun va trouver dans son travail. Et ça, c'est peut-être finalement l'élément majeur essentiel à retenir, c'est que peut-être le travail a perdu sa substance. En effet, au cours des dernières années, les employés ont montré l'importance croissante qu'ils accordent au fait d'être en accord avec les valeurs de leur entreprise. 44% des millennials et 49% de la génération Z disent avoir aligné leurs choix professionnels sur leurs valeurs personnelles. Pour les entreprises, afficher des positions sur des sujets politiques est donc intéressant, pas simplement pour plaire à leurs consommateurs, mais surtout pour fidéliser leurs employés. Donc pour mieux appréhender la réaction de Danone face aux problèmes russes, la question n'est peut-être pas tant de savoir si Danone va avoir un problème d'image face à ses consommateurs, mais plutôt de réussir à comprendre la réaction des salariés de Danone face à ce positionnement de l'entreprise. Et la question importante, ça vient de savoir quelle est la réaction des employés face à cette position de Danone. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait que Danone ne se retire pas de Russie, ou est-ce que pour eux ça leur pose un problème ? Est-ce que Danone a bien réussi à expliquer en interne pourquoi est-ce qu'elle avait pris cette décision ?
Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas soutenu par les employés et à ce moment-là, ça risque de poser beaucoup plus de problèmes à Danone. Si les employés de Danone en Europe et puis aux États-Unis sont convaincus de la nécessité de serrer les coudes avec les employés russes, alors le pari de Danone sera gagnant. Si au contraire les employés européens et américains pensent que Danone est irresponsable de ne pas se retirer de Russie, cette stratégie risque d'être beaucoup plus coûteuse pour le groupe, en raison de ses répercussions RH. Elle pourrait alors provoquer une vague de désengagement chez les employés de Danone, voire une vague de démission, ce qui serait un risque de perdre un certain nombre de ressources précieuses et rares. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les salariés de Danone sont plutôt d'accord avec cette décision de la direction? Dites-moi tout ça en commentaire. Cette question du positionnement des entreprises face à des sujets politiques qui tiennent à cœur pour leurs employés va se poser de manière d'autant plus forte que, selon un rapport du cabinet Herbert Smith, les entreprises sont 80% à penser que les prises de position militantes vont augmenter au sein de leurs équipes dans les 3 prochaines années. Donc on voit avec cette étude de cas sur Danone en Russie que c'est particulièrement important de réussir à convaincre ses employés de la politique qu'on met en place. C'est justement l'une des spécialités d'Acant, qui est là pour vous aider à mobiliser vos salariés autour de vos programmes environnementaux et sociaux et de manière durable dans votre entreprise, justement parce que vos salariés sont impliqués et mobilisés autour des politiques que vous souhaitez mettre en œuvre. Et avec Acant, je vous aide à réfléchir à votre communication responsable, et ça autour de 3 piliers. Le premier qui est comment parler de vos actions responsables sans tomber dans le greenwashing. Le second qui est justement de mobiliser vos collaborateurs autour de votre positionnement responsable. Et le dernier qui est sur comment mettre en œuvre une politique de communication qui soit éthique et qui soit le plus écologique possible. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, merci. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo d'Acant.